Bonjour à tous et bonjour Joël. Salut Fred. Voici donc la première vidéo de la chaîne YouTube tennisbelge.be pour l'année 2018 où on va présenter nos prévisions justement pour cette saison. Oui, on espère qu'elles seront un peu plus précises que l'an dernier. Bon, il y avait quand même quelques éléments où on a eu juste, on s'est un petit peu trompé sur d'autres aussi, mais bon, c'est normal, c'est notre ressenti, mais voilà, on n'est pas non plus des experts, on n'a pas la science infuse. Donc on va commencer tout de suite avec le tout premier sujet, ce sera sur l'ATP. Donc la première question que tout le monde se pose un petit peu au niveau de l'ATP, c'est est-ce que Roger Federer va pouvoir continuer sur sa lancée et même aller chercher cette place de numéro 1 mondial? Continuer sur sa lancée, à mon avis, oui, parce qu'il est vraiment revenu dans le parcours, ça c'est sûr et certain. Aller chercher la place de numéro 1 mondial, ça va dépendre d'une chose, c'est est-ce que Nadal va jouer le début de saison ou pas, à 100%. À mon avis, Roger va faire comme en 2017, il va vraiment cibler ses objectifs. Il a fait un début de saison tonitruant en gagnant les 3 plus gros tournois, Australian Open, Indian Wells, Key Biscayne. Donc aller chercher des points, il aura très difficile à le faire. Donc le seul moyen de passer à la première place, c'est que Nadal en perde. On espère quand même qu'il sera à 100% et qu'on puisse revivre un duel comme on a vécu l'an dernier, évidemment. Alors ça c'est effectivement pour que Roger devienne numéro 1 dans les 3 premiers mois, mais dans le reste de la saison, c'est possible? Là, il y aura une possibilité, évidemment, puisque Nadal a joué énormément sur terre battue, c'est sa surface, c'est sa saison, ce sont ces quelques mois-là. Là où Roger a justement fait l'impasse, donc est-ce qu'il va disputer Roland-Garros en 2018 ? Je n'en suis pas sûr, ça dépendra de son dos en fait. C'est mon sentiment aussi, je pense qu'il n'y a aucune raison qu'il revienne sur cette décision de l'année passée de faire l'impasse sur la terre battue. Ça lui avait réussi de faire cette impasse parce qu'il avait gagné derrière Wimbledon. Donc je ne pense pas qu'il prendra des points sur terre battue, mais comme tu l'as dit, tout dépend de Rafael Nadal. Oui. Si lui n'arrive pas à rejouer à 100%, on sait qu'il a un gros problème pour l'instant, il n'est pas prêt pour débuter la saison. S'il n'arrive pas au début de sa saison sur terre battue à 100% et qu'il ne gagne pas autant de points qu'il a gagné l'année passée, alors par défaut, Roger Federer pourra prendre la première place. Et la saison d'été de Federer a été un petit peu chatée aussi avec ses problèmes au dos. L'US Open n'a pas été aussi loin qu'il l'aurait voulu. Donc là, il peut encore reprendre des points aussi. Mais je ne pense pas qu'il en fera un objectif. Si ça vient, ce sera un simple bonus pour lui. Mais l'objectif pour lui, c'est de gagner encore un maximum de Grand Chelem. Deuxième question, Andy Murray et Novak Djokovic en net recul cette année tous les deux. Est-ce qu'ils peuvent revenir au top? Ça va être difficile pour les deux, parce que c'est effectivement une année noire derrière eux, mais avec des pépins physiques en plus de défaites prématurées trop nombreuses dans leur chef. Novak Djokovic vient encore de déclarer forfait cette semaine, toujours des soucis au cou, donc une aussi longue indisponibilité, ça peut coûter très cher, surtout que son jeu est quand même basé sur une régularité qu'on obtient qu'en jouant. Donc est-ce qu'il reviendra un jour à son meilleur niveau? C'est possible, mais à mon avis, il faudra plusieurs mois pour ça. Andy Murray a peut-être un peu plus de chance, parce que bon, les périodes où il n'était pas blessé l'année passée, il a bien joué, oui, je pense notamment à Roland-Garros où il avait atteint une bonne demi-finale. Bon, c'est vraiment sa blessure qui l'a handicapé l'année passée, qui lui a fait reculer autant. Mais s'il est fit, et il semble l'être en ce début de saison, il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas rejouer à son oui, effectivement, pour Andy Murray, je suis un peu plus optimiste parce que effectivement, l'an passé, il a quand même mieux joué que Djokovic le moment où il était présent, comme tu l'as dit. Et il a un jeu basé sur le contre aussi qui est peut-être moins usant et qui demande peut-être un tout petit peu moins de présence physique que Djokovic. Je dis bien un tout petit peu moins parce que c'est quand même une bête physique également. Troisième question au niveau ATP. À ton avis, parmi les jeunes de la nouvelle génération qui arrive, lequel va vraiment percer cette année? On en a vu plusieurs faire par moment de très bons résultats, mais qui va réussir à faire une saison complète et peut-être faire son entrée dans le top 20, voire le top 10? Oui, donc dans ce qu'on appelle un next gen, on va mettre Zverev de côté parce que lui, évidemment, déjà dans le top 10 a fait des performances extraordinaires déjà l'an dernier en Master 1000. Moi, je vois bien Shapovalov qui a un jeu très complet, qui me plaît beaucoup. Maintenant, c'est pas parce qu'on a un jeu complet que forcément c'est efficace, mais enfin,
je pense qu'il a, il a la tête sur les épaules aussi, il est plutôt calme, je le vois bien percer. Oui, c'est aussi mon petit chouchou dans cette génération-là. Tsitsipas aussi est assez... Oui, il est solide et il est assez intelligent aussi et rusé. Il sait déjà utiliser les ficelles du métier, donc c'est quand même un gage de... Il est encore très jeune, donc celui ce sera peut-être pas pour l'année prochaine. Oui, d'ici 2-3 ans, mais je pense que c'est quelqu'un qui va progresser un peu plus à son aise, mais qui pourrait arriver effectivement dans le top 10 d'ici 3 ans. Et cette génération, évidemment, va bénéficier du fait que quand la génération Federer-Nadal va partir, il va y avoir un trou, parce que la génération après, ils n'ont pas pu gagner grand-chose, et donc ils ont un déficit de confiance en eux que n'ont évidemment pas les Big Four. Et donc là, pour les jeunes, c'est l'occasion justement de pouvoir s'installer directement aux commandes. Sur le circuit WTA, on a vu Simona Halep terminer la saison à la première place mondiale, oui, après avoir eu beaucoup de mal à obtenir cette place, effectivement. Est-ce qu'elle est partie pour durer, ou à ton avis, est-ce qu'elle va vite être dépassée? C'est difficile à dire parce qu'elles sont trois à être très proches l'une de l'autre, avec Muguruza et Wozniacki, qui a déjà été numéro 1 mondial, et qui... Muguruza aussi, effectivement. Et qui sont toutes les trois un peu dans le même style de joueuses qui vont très souvent très loin dans les tournois, ne gagnent pas forcément très souvent. Bon, Muguruza a quand même déjà gagné 2 grands chelems, mais qui sont très régulières, et donc ça risque de passer cette place de l'une à l'autre pendant quelques temps. Mais si Halep arrive à franchir ce cap justement de gagner un grand chelem, alors elle pourrait s'installer assez long dans la durée à cette place. Oui, c'est une joueuse à qui il manque vraiment un grand coup pour être plus performante encore et dominer le circuit. Elle est super régulière. Elle est efficace sur toutes les surfaces. Oui. C'est clair. Et donc, je pense pas qu'elle disparaîtra comme l'a fait Kerber cette année. C'est une de nos grosses erreurs l'année passée sur notre pronostic. On pensait que Kerber pouvait rester 1 ou 2 ans au sommet. Je pense pas que Halep disparaîtra, sortira du top 10 l'année prochaine. Je crois qu'elle restera au moins top 5 au minimum, je ne la vois pas sortir, effectivement. Mais c'est vrai qu'une Muguruza, voire une Pliskova, avec leur coup droit, leur grand coup droit, leur grand service, ont cette arme qui manque peut-être à Simona Halep. Et qui manque à Wozniacki aussi, qui a un excellent physique, mais qui n'est effectivement pas non plus le coup qui tue, et qui doit donc se battre sur chaque coup, et qui arrive effectivement parfois en fin de semaine ou en fin de quinzaine, quand c'est un grand chelem, un peu épuisé, et alors il manque ce petit quelque chose pour gagner le dernier match. Il y a un comeback qui est vraiment très très attendu cette année. Tout le monde n'attend que ça, puisque ça fait quand même longtemps qu'elle a disparu. Est-ce que Marion Bartoli va revenir? Ah oui, Marion Bartoli va effectivement revenir dans 3 mois seulement. Non, je déconne, avec tout le respect qu'on lui donne. Il y a quand même peu de chances que Marion réussisse ce comeback un peu fou. Par contre, Serena Williams, ça c'est une vraie question. Elle est absente depuis tout juste 1 an, oui. Enfin 11 mois, puisque elle avait gagné l'Open d'Australie l'année passée avant de ne plus jouer pour les raisons que l'on connaît. La voilà de retour, 4 mois seulement après avoir accouché. Oui. C'est chaud quand même pour revenir à son meilleur niveau. C'est très court, mais connaissant Serena Williams, si elle revient, c'est qu'elle a l'intention de remporter le tournoi. Elle ne vient pas pour faire la figuration, ça c'est sûr et certain. Donc c'est qu'elle se sent prête, c'est que son coach la sent prête. Elle va être fragile comme chaque fois dans les premiers tours, mais si elle survit aux 3 premiers tours, moi je la vois très bien aller jusqu'en finale, voire jusqu'au bout. À savoir qu'elle ne sera pas protégée, enfin elle sera tête de série, mais... Oui, aux alentours de 20-25 têtes de série, oui. Donc elle peut très bien rencontrer les joueuses dont on a parlé juste avant, dès le 3e tour. Oui. Et donc là, ce sera peut-être le vrai test. Voir un premier tour, parce que jouer une 35e mondiale n'est pas forcément facile dans un tournoi de reprise. Donc oui, la première semaine sera le vrai test pour Serena Williams, mais il n'y a aucun doute, si elle revient, c'est qu'elle est persuadée qu'elle peut gagner le tournoi. Ça c'est pour l'Australian Open, mais est-ce qu'elle peut s'installer plus durablement et revenir à la première place mondiale? Ce sera plus difficile parce qu'à mon avis, elle va faire un choix de tournoi beaucoup plus restreint. Elle ne jouait déjà plus énormément ces derniers temps, mais était tellement sous du lot dans les grands chelems
qu'elle restait numéro 1. Ici, avec un enfant qui l'attend à la maison, elle ne va certainement plus beaucoup voyager. Donc, en dehors des grands chelems, elle va peut-être encore faire quelques gros tournois dans la tournée américaine, mais je ne la vois pas voyager partout. Et donc, pas récolter énormément de points. Par contre, dans les grands chelems, elle sera très dangereuse. Ça va dépendre aussi des autres, hein, puisque depuis 2010, on va dire, le fait qu'elle soit restée aussi longtemps à la première place, c'était un petit peu aussi la faiblesse adverse. Tout à fait. Et donc, parce qu'aucune des autres joueuses n'était capable de gagner 2 grands chelems sur la même saison. Ou même de se montrer régulière en faisant 3 ou 4 finales. Non. Il y a une joueuse qui a éclaboussé le circuit, en tout cas sur un seul tournoi qui a vraiment apporté énormément de fraîcheur, c'est Ostapenko. Oui. Mais est-ce qu'elle va pouvoir rééditer une telle expérience, une telle performance, ou est-ce qu'elle sera, comme on dit en musique, un one hit wonder? J'ai plutôt tendance, malheureusement pour elle, à considérer la deuxième option. Elle a gagné Roland Garros en remontant je ne sais pas combien de fois. Enfin, elle n'a pas gagné un match en 2-7, je pense déjà. Donc c'était vraiment la quinzaine de rêve. Un peu comme Schiavone a connu, elle a eu une occasion de gagner Roland Garros, elle est arrivée au bout. J'ai un peu peur que ce soit ça aussi pour Ostapenko, et ça restera de toute façon une joueuse dangereuse, attention, elle peut encore aller loin dans les tournois, aller jusqu'au bout d'un grand chelem. J'ai quand même des doutes parce qu'elle aura plus cet élément de surprise qu'elle a eu l'an dernier. Après, là justement, ce qui manquait à Simona Halep, à Wozniacki, comme on disait tout à l'heure, et là c'est ces coups qui font mal. Oui. Et donc, tout dépend si elle arrive à les canaliser. Il faut les canaliser. Et ça, est-ce qu'elle aura la patience pour le faire? Ben, je l'espère pour elle, hein, j'espère me tromper pour elle, parce que c'est vrai qu'elle apporte un vent de fraîcheur au tennis qui fait du bien. Avec une personnalité qui peut déplaire, mais voilà. Mais on se plaint du tennis aseptisé, donc il faut des personnalités fortes, parfois avec des comportements qui peuvent être par moments limite. Mais le tennis dans les années 80, c'était Borg, McEnroe, Connors. On avait d'un côté Borg qui était froid comme un glaçon, et McEnroe et Connors, ils en ont fait voir de toutes les couleurs aux juges de ligne, aux arbitres. Passons maintenant au tennis belge et à David Goffin en priorité pour le top du tennis belge. 7e place, année extraordinaire. Est-ce qu'il peut aller encore plus loin? Qu'est-ce qu'il peut faire en Grand Chelem notamment? Mais vu la fin de saison qu'il a faite, s'il arrive à surfer sur cette vague, à repartir avec la même confiance, pour moi il ne doit pas avoir peur de viser le top 5, voire même le top 3. Ce qui lui manque encore, c'est une place en dernier carré en demi-finale, en Grand Chelem. Je pense que ça pourra arriver dès l'Australian Open, parce que la concurrence à part Federer, dans le top, beaucoup reviendront de blessures. Il y a la jeune génération de Dimitrov, etc. Mais je ne dis pas qu'il va les battre à tous les coups, mais ce ne sont pas des gens qui sont forcément supérieurs à lui. Et donc, sur un tournoi, il peut les battre. Il pourrait même aller au bout d'un Grand Chelem cette année. C'est l'accumulation des matchs longs et en 5-7 notamment qui lui manque encore pour l'instant, effectivement. Oui, tout à fait. On a vu en Coupe Davis, c'était des matchs en 5-7, mais qui n'ont pas duré tant que ça. Il a pu jouer un tennis extraordinaire, les 2 matchs. Mais finalement, en 1h30, 2 heures de jeu, c'était plié à chaque fois. Donc effectivement, ça... Le côté physique sera géré effectivement, par contre le côté mental, je n'ai plus aucune crainte. Quand on arrive à battre Nadal et Federer sur la Masters, c'est qu'on arrive à se reconcentrer sur les échéances suivantes. Il y en a très peu qui l'ont fait. Et franchement, avec le niveau de jeu qu'il a eu et sa finale de Coupe Davis, le match où on en a parlé contre Tsonga, c'était niveau top 3. Il n'y a aucun doute, sur un match, il peut battre tout le monde. Au niveau du physique, j'ai vu une info passer, je n'ai pas retenu exactement les noms, mais David a déclaré, expliqué un petit peu quel serait son entourage pour l'année prochaine. Et à côté de ses coachs, il va avoir à côté de lui toute l'année sur les tournois 3 personnes qui vont s'occuper de son physique. Je n'ai pas retenu exactement, un kiné, un masseur, je ne sais plus exactement. Mais c'est vraiment une équipe digne de Roger Federer ou des tout premiers mondiaux. Mais il doit viser maintenant, quand on est 7e mondial,
qu'on vise chaque année un peu plus haut, donc c'est le top 5, clairement. La progression, ce sera le top 5 au minimum. Il faut une équipe professionnelle autour de soi et mettre toutes les chances de son côté et ne pouvoir se concentrer que sur son tennis au moment où on est sur le terrain. Il n'y a que le tennis qui compte. Alors si David a le sourire, pour le deuxième joueur belge, Steve Darcis, c'est plutôt la grimace. On a appris qu'il allait être out pendant au minimum 3 mois, peut-être 6. Oui. Et justement, ça va couvrir la période de la saison 2018 où il a tous les points de 2017 à défendre quasiment tous ses points. Il va dégringoler effectivement au classement. Il pourra peut-être faire appel en fonction de la durée de son indisponibilité à un classement protégé pour certains tournois. Reste que ça va être très difficile de revenir. On sait qu'il l'a déjà fait, mais à maintes reprises, revenir après des longues périodes comme ça de blessures. Mais bon, l'âge avance, l'horloge tourne. C'est de plus en plus dur et il reste sur une douloureuse défaite en Coupe Davis. Malheureusement pour lui, il ne peut pas se relancer tout de suite dans la saison. Donc cette défaite, il va pouvoir la repasser dans sa tête pendant de longs mois. Mais j'espère qu'il va trouver la force pour revenir encore une fois. Je l'espère vraiment, mais ça va être très difficile. On parle de son âge, il a 33 ans. C'est moins effectivement que Roger Federer qui est revenu l'année passée à 35 ans. Mais on en parlait juste avant avec David Goffin. Roger, il a avec lui toute l'année des conseils de spécialistes. Oui, tout à fait. Il a les moyens de se soigner. C'était sa première blessure aussi importante à Federer. Steve Darcis, on ne sait même plus les compter. Donc il faudrait une fois regarder. Mais on a au moins 5 périodes d'indisponibilité de plusieurs mois dans sa carrière. C'est énorme. C'est énorme. Et donc ça va être très compliqué. On lui souhaite évidemment de revenir comme à chaque fois. Mais on n'est quand même pas très optimiste cette fois-ci malheureusement. La dernière question au niveau du top des joueurs belges. Le prochain joueur qui va venir rentrer dans le top 100, moi je pense qu'il y a 2 joueurs qui ont des saisons très très différentes en 2017, mais qui ont un énorme potentiel, c'est Julien Canina et Joris Delors. Oui. Effectivement. Tous les deux ont eu leur lot de blessures, effectivement. Peut-être que Delors, qui a eu effectivement une saison 2017 un peu plus difficile, et donc n'est pas comme Canigna qui a fait une saison 2017 avec beaucoup de matchs, beaucoup de victoires, et qui va peut-être avoir du mal à enchaîner ici en début de saison directement. Je vois un peu plus Joris Delors peut-être dans le top 100 que Canigna. Même si Canigna, je lui donne 2 ans pour arriver à percer vraiment et rentrer dans ce top 100 aussi. J'espère que Joris va pouvoir enchaîner sur la Coupe Davis. Ce qu'il a réussi à faire, revenir de blessure en 3 mois alors que personne ne pensait que ce serait possible, et jouer le match qu'il a joué en double, où il faisait jeu égal avec des top 100, donc même de sacrés clients. Franchement, je miserais bien sur lui aussi. J'espère que dès le début de saison, il va pouvoir maintenir ce niveau de tennis-là. Julien, effectivement, comme tu dis, c'est peut-être pas encore pour 2018. Non, il aura peut-être besoin d'une année de confirmation, arrive à confirmer dans les challengers, etc. Je vois quand même bien terminer 150-200, mais c'est vrai que top 100 c'est peut-être encore un petit peu haut. Oui, voilà, il faut d'abord commencer par faire des résultats en challenger pour arriver à atteindre ce niveau-là, enchaîner les victoires, les titres en challenger, ce qu'il n'a pas encore fait. Et donc, ce sont de toute façon il a été éblouissant sur le circuit futur, mais on sait qu'il y a parfois un immense gouffre entre les futurs et les challengers. J'espère qu'il va arriver à confirmer.